Pour la dernière partie du module 3, nous allons discuter de quelques éléments un peu disparates, mais qui peuvent tous individuellement vous être très utiles. Le premier de ces éléments-là, c'est tout simplement l'affichage du texte. Alors, vous avez probablement déjà vu la fonction printf qui permet d'afficher du texte dans le terminal. Et ça peut être quand même très utilisé pour faciliter l'analyse des erreurs, même si le débogueur reste l'option privilégiée lorsque vous voulez vraiment déboguer ligne par ligne. Donc évidemment, on ne vous suggère pas d'ajouter des printf à chaque ligne pour contrôler toutes les variables. C'est beaucoup plus facile, rapide et efficace de le faire dans le débogueur. Mais par exemple, une chose qui peut être pratique avec les printf, c'est de dire à quel état ou statut de votre programme vous êtes rendu. Vous allez voir dans le laboratoire 2, le laboratoire 3 et même le laboratoire 5, vous avez plusieurs programmes qui fonctionnent en parallèle sur le même système. Lorsque vous n'êtes pas en train de déboguer un, ça peut être pratique de voir quand même avec des petits printf dans la console qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce que l'autre devait faire en réponse finalement. Donc, je vous incite à ne pas utiliser seulement des prints pour déboguer. Comme dans tout langage, c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais ça peut quand même être très utile de savoir comment l'utiliser pour finalement mieux suivre le déroulement de votre programme. Par contre, comme toute fonction en C, c'est pas comme en Python, c'est pas comme en Java, c'est pas comme en JavaScript, où est-ce que le langage fait à peu près tout pour vous. Vous devez vous-même dire au système comment vous voulez afficher vos données en utilisant des séquences qui commencent par pourcentage. Par exemple, pourcentage i signale au système d'afficher la valeur qui est pointée par ce qui suit comme un entier. Donc, par exemple, ici, je vais afficher un entier. Le système se fiche complètement de savoir si c'est réellement un entier ou pas. Ça n'a aucune importance. Pour lui, la seule importance, c'est de dire on m'a demandé pourcentage i, donc la variable qui est associée à ça va être affichée comme un entier. Pourcentage c comme un caractère, et ainsi de suite. Et une chose qui est importante, c'est comment il sait lequel associé à lequel. Ben, il va simplement les associer dans le même ordre. Donc, si vous avez le premier pourcentage, va s'associer à la première variable qui suit la chaîne de caractères, le deuxième pourcentage à la deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variables finalement ici. Et donc, il n'y a pas plus d'intelligence que ça, ça va simplement l'afficher comme il veut l'afficher. Et donc, comme je l'ai dit, printf ne se préoccupe pas de savoir si ce que vous lui demandez a du sens ou non. Un exemple, je prends un entier qui vaut moins 387, c'est un entier signé, j'ai parfaitement le droit de faire ça, il n'y a pas de problème, et je l'affiche, mais avec plein de formats différents. Donc, sous la forme d'entier signé, pourcentage i, parfait, pas de problème, moins 387. Par contre, entier non signé, ben là, je suis rendu 4 milliards. Ceux qui se rappellent leur cours d'OSA ou de binaire et ainsi de suite, ben c'est tout simplement que c'est le premier bit, le bit le plus significatif qui sert à indiquer le côté négatif dans la notation en complément 2. Et donc, dans ce cas-ci, ça devient un très, très gros nombre. Évidemment, si vous vous trompez et que vous affichez ça, vous allez vous demander, ben c'est pas supposé, là, ça devrait pas être ça comme ça, alors que finalement, mon entier a la bonne valeur, vous l'affichez simplement pas correctement. Encore pire, si je l'affiche comme un caractère, ça m'affiche carrément ça ici. Tout simplement parce que le premier octet de mon entier correspondait à ce caractère-là dans la table ASCII. Si je l'affiche comme un float, dans ce cas-ci, ça m'affiche 0, encore une fois, pour différentes raisons. Si vous explorez la notation binaire, vous pourriez comprendre pourquoi est-ce qu'il affiche 0 comme ça. Vraiment, ce qui est important ici de se rappeler, c'est faites très attention d'utiliser toujours le bon type. Vous pouvez facilement chercher sur Internet pour trouver quel type printf peut utiliser pour afficher les différentes données. Donc, faites bien attention, sinon vous risquez de penser qu'il y a un problème alors qu'il n'y en a pas. Ensuite, en parlant de type, ben, on a souvent parlé au cours de la présentation de la taille d'un fichier, d'une allocation de mémoire, d'une lecture, d'une écriture, des choses comme ça. C'est toujours un nombre entier positif. Mais de quelle taille est-ce qu'il devrait avoir? Donc, est-ce que ça devrait être un octet? Autrement dit, on ne peut pas écrire plus que 255 octets d'affilée? Ça me paraît pas beaucoup. Est-ce que c'est 2 octets? Est-ce que c'est 4 octets? Est-ce que ça serait 8? Ben, c'est pas forcément clair. Et donc, au lieu que les programmeurs aient à se casser la tête à être certains d'avoir un type qui peut représenter toutes les tailles possibles, le standard C fournit un type qui vous garantit de représenter toutes les tailles. Et vous l'avez déjà vu dans les diapositives précédentes, c'est le type sizeT, qui finalement est un type entier, mais qui est garanti de pouvoir représenter n'importe quelle taille qui va être retournée par une fonction lors du déroulement de votre programme. Une petite subtilité, quand on utilise avec malloc, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, mais parfois on peut se dire, attends un peu, sizeT est un type non signé, comment est-ce qu'on peut utiliser pour représenter le retour d'une fonction comme read qui pourrait être négatif? Ben, encore une fois ici, il y a un autre type qui est sizeT, qui non seulement peut représenter toutes les tailles, mais peut aussi représenter une valeur négative dans ce cas-ci,
pour pouvoir prendre, par exemple, le retour de la fonction read. Donc, c'est simplement à savoir size_t, size_t à utiliser dans vos programmes. Si vous utilisez ça pour les afficher, vous voulez voir combien vous avez lu, combien vous avez écrit, utilisez toujours les modificateurs qui sont ici. Pour différentes raisons, si vous mettez juste pourcentage %U ou pourcentage %i pour size_t, size_t, vous risquez d'avoir des surprises un peu désagréables. En mettant Z avant, vous vous assurez que ça va être affiché réellement comme ce qui a été retourné par la fonction et non pas comme une interprétation mémoire qui est incorrecte. Un autre élément, qui est une autre question de type spéciaux, c'est que vous l'avez peut-être vu au cours de la présentation, vous l'avez probablement vu dans votre cours de C, mais on peut vous rafraîchir la mémoire. Toute variable ou argument de fonction peut être déclaré comme constant. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit au compilateur, ça garantit en fait que vous, ou la fonction elle-même, ne tentera pas de modifier cet élément-là. Et ça permet au compilateur de faire plein d'optimisations rendues là, parce qu'il sait que la valeur ne changera pas, donc il n'a pas à supposer qu'elle peut changer au cours de la fonction, il peut la mettre ailleurs en mémoire, et ainsi de suite, et savoir qu'elle ne bougera pas. Et pour vous, ben, ça clarifie aussi un peu le code. C'est clair lorsque vous lisez ça que, j'envoie un pointeur là, je sais que la valeur qui est dedans ne sera jamais modifiée. Par exemple, si on regarde la fonction write, elle prend un descripteur de fichier ici, et si on regarde ici, en fait, buff est un pointeur, ici c'est un tableau, mais comme on l'a dit, c'est équivalent à un pointeur, mais c'est un pointeur qui est constant, à savoir que la fonction write vous promet qu'elle ne modifiera jamais le contenu de ce que vous lui passez. Si vous regardez le même prototype pour read, évidemment, c'est pas la même chose, parce que read, par définition, doit le modifier. En passant, pour les arguments de fonction, en majorité du temps, const ne s'applique à peu près juste qu'à un pointeur ou un tableau. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre const, par exemple, ici pour le file descriptor ou pour le nombre d'octets à lire, parce que de toute façon, il est déjà copié lorsque la fonction est appelée, donc ça ne change pas grand-chose de dire qu'il ne le modifiera pas. C'est vraiment lorsqu'on a des pointeurs que ça a une grosse influence. Un troisième élément qui, parfois, je dirais pas que c'est un piège, mais c'est quelque chose qui fait que le code des gens est plus convolué qu'il le devrait, c'est le fait de savoir que lorsque le C évalue une condition, il fait ce qu'on appelle du court-circuitage. Donc, en anglais, c'est du short circuit, au sens où il évalue les conditions toujours de gauche à droite, comme on les lirait, et il s'arrête dès qu'il sait que la condition est forcément vraie ou fausse. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est lorsqu'on utilise les opérateurs et ou logiques, ça se peut que dès l'évaluation de la première sous-condition, on sache déjà si c'est vrai ou faux. Par exemple, si j'ai la condition if A égale 1 ou un ou logique, encore une fois, trompez-vous pas, un ou logique c'est deux barres comme ça, pas une seule. Mais donc, si A égale 1 ou B égale 2. Ben, si le compilateur commence et il voit que A égale à 1, ben, il n'y a même pas besoin d'évaluer B, parce que peu importe la valeur de B, que B vaille 2 ou pas, la condition va être vraie. C'est un ou logique. Si un seul des deux est vrai, la condition globale est vraie. Donc, le compilateur, ce qu'il va faire, s'il voit, il va faire le code en sorte que si l'exécutable voit que A égale 1, il évaluera même pas B égale 2, il va tout de suite rentrer dans la condition. Inversement, si on pense au et, si j'ai la condition if A égale 1 et logique B égale 2, ben si A ne vaut pas 1 dans ce cas-là, encore une fois, la seconde sous-condition, finalement, le B égale 2 ne sera même pas évalué. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'il vaut, c'est certain que la condition globale ici est fausse. Si A n'est pas égal à 1, ça va faire 0 ou false et quelque chose. Ben, si vous regardez la table logique d'un et, tout simplement, ça va toujours retourner false. Donc, à cause de ça, le compilateur va faire en sorte que le programme s'arrête si la première condition ici est déjà à false et ne rentre simplement jamais dans la condition. Il va aller dans le else, par exemple, s'il y en a un, tout de suite, sans même regarder ce qu'il y a là. Et là, on peut dire, bon, c'est pratique un peu, ça peut permettre d'éviter d'évaluer des choses inutilement, mais ce que ça permet surtout de faire, c'est pour éviter de devoir imbriquer des conditions. Par exemple, il arrive souvent en C de devoir se demander, ben, avant de voir ce que dans mon pointeur, je veux être sûr qu'il n'est pas nul, par exemple. Par exemple, je l'ai alloué ou si je l'ai reçu et sa valeur pourrait être nulle, ben on dit, ben, si mon pointeur n'est pas nul, et s'il n'est pas nul, ben là, je remets un if pour dire, ben là, je vais dire, par exemple, si la valeur de mon pointeur est égale à 42. Parce que si je fais ça dès le début et que mon pointeur est à nul, le fait que je déréférence, donc je vais chercher finalement la valeur à une adresse qui n'existe pas, ben ça va évidemment faire planter mon programme. Donc, je fais deux conditions comme ça. C'est parfaitement correct de le faire, mais une chose qui est intéressante, c'est que c'est absolument équivalent à faire ça ici. Pourquoi? Parce que ici, si mon pointeur égale nul, dans ce cas-ci, ben
le compilateur n'essaiera même pas d'évaluer la seconde expression, il va simplement s'arrêter là. Donc, ça ici ne crachera pas, même si c'est dans la même expression globale, il va s'arrêter ici à la première en disant « Ah, ben c'est nul, donc ça ne sert à rien que j'évalue le reste ». Donc, c'est un petit raccourci qui vous permet justement de combiner des tests de validité avec des tests, par exemple, de valeur ou des choses comme ça. C'est pas que la première manière de faire est mauvaise, mais c'est que souvent ça rend le code plus complexe. On oublie après ça qu'on avait mis la première condition puis on rajoute une ligne ou des choses entre les deux. Ça peut créer plus de problèmes, alors que quand vous les mettez conjointement, non seulement vous êtes certain que le compilateur ne va pas vous jouer des tours, mais en plus, ben, c'est plus concis et plus clair lorsqu'on le lit. Et parlant de compilateur qui vous joue des tours, ben, une des grosses forces du C, on l'a discuté un peu, c'est que le compilateur peut optimiser votre code. Donc, prendre votre code et dire, sais-tu quoi, je vais le rendre meilleur. Par exemple, il y a plusieurs processeurs qui peuvent supporter faire à la fois une addition et une opération binaire logique. Par exemple, un et ou un ou sur les bits. Pour différentes raisons, si vous avez besoin de faire ça en C, vous allez le faire souvent avec 2 lignes ou 2 opérations, ben, le compilateur est capable de dire, attends un peu, là, je suis capable de faire ça en une seule instruction. Ça, c'est super. Il y a plein d'autres choses, si vous vous rappelez, ou si vous allez faire en même temps que ce cours-là, votre cours d'architecture des microprocesseurs, si vous vous rappelez le déroulement des boucles, la vectorisation du code, ce sont toutes des choses que le compilateur peut faire pour optimiser votre code. Et la beauté de tout ça, c'est que vous n'avez finalement rien à faire. Vous avez simplement à demander au compilateur de l'optimiser. Et là, on pourrait se dire, bon, mais c'est quoi le piège? Ben, le piège, c'est que lorsque le compilateur optimise votre code, dans un certain sens, c'est quasiment comme s'il le réécrivait. Tout ce que le compilateur vous garantit, c'est qu'en termes de standard du C, ce qui sort du compilateur va avoir le même comportement que s'il l'avait compilé naïvement. C'est la seule chose qui vous est garantie. Mais après ça, si vous essayez par exemple de débugger, ça se peut très bien que le compilateur ait carrément supprimé certaines lignes de votre programme, interverti la position de différentes autres lignes, tout simplement parce que c'était plus efficace. Donc là, vous vous imaginez un peu, débugger ça devient à peu près impossible parce que on ne peut plus mettre un breakpoint parce que ça se peut très bien que cette ligne-là ne soit carrément jamais exécutée. Donc, ça rend le débogage à peu près impossible, ce qui n'est pas idéal lorsqu'on veut justement déboguer. Et croyez-moi, en C, on veut déboguer. Et c'est pour ça que les compilateurs, tous les compilateurs, qu'on pense à ça sur Windows, sur Linux, les compilateurs open source ou les compilateurs propriétaires, proposent tous plusieurs modes de compilation. Il y en a plusieurs des spécialisés, mais ceux qui nous intéressent, c'est le mode debug, où est-ce que le compilateur, il n'essaie pas de faire son fin finaux, il va rester fidèle à votre code, même si votre code va rouler plus lentement que ce qui pourrait être fait. C'est pas grave, le but est juste de dire ce que tu vois dans ton code est ce qui va globalement se passer dans l'ordinateur. En mode release, ben, tout est permis. Là, le compilateur peut s'amuser, il peut s'en donner à cœur joie, mettre la hache dans la moitié de vos fonctions s'il pense que c'est plus efficace pour rendre votre programme plus rapide. En général, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on commence toujours par faire fonctionner le programme en mode debug, et puis après ça, on va le tester ou l'envoyer en mode release. Dans le cadre du cours, en fait, la plupart des laboratoires, vous allez toujours pouvoir utiliser le mode debug. Le laboratoire 2, par exemple, le laboratoire 5, le laboratoire 4 aussi, en fait. Vous allez pouvoir utiliser le mode debug tout simplement parce qu'on se fiche un peu de la performance. Mais dans le laboratoire 3, là, on ne se fiche pas de la performance et vous allez, si vous voulez atteindre les objectifs du laboratoire, devoir vous mettre en mode release. Si vous commencez par vous mettre en mode release, ça va être complètement l'enfer à débugger. Donc, vous devriez commencer en mode debug. Effectivement, le programme va être très très lent, mais vous allez pouvoir débugger les problèmes, les crashs, les choses qui ne marchent pas dans le programme. Et lorsque vous allez être sûr que votre programme fonctionne assez bien en mode debug, là, vous pouvez le tester en mode release pour voir, hey, quel gain de vitesse je peux aller faire. On va en reparler au niveau du Lab 3. C'est juste pour vous dire, faites toujours attention de sélectionner le bon mode de compilation. Dans le laboratoire 1, on explique comment le faire avec CMake, mais faites toujours attention de sélectionner le bon mode pour ne pas avoir une surprise où est-ce que vous essayez de lancer un débogage et que là, ça ne marche pas du tout. C'est souvent parce que vous n'êtes pas dans le bon mode. Et un truc qui est un peu piégeux, c'est que le mode release peut faire ressortir de nouveaux problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez le code que je vous avais montré au tout début de cette présentation-là. Je peux même y revenir pendant que j'y parle. Donc, si je remonte toute la présentation au tout début du code pour vous titiller un peu, je vous avais montré un exemple de ce qui pouvait se passer avec le C. Ce code-là, en fait, si vous le compilez en mode debug, la plupart des compilateurs ne feront pas ce que j'ai dit qu'ils feraient, à savoir retourner 1 inconditionnellement.
Donc, en mode debug, vous allez pouvoir dire peut-être que ça va marcher. Si vous êtes chanceux et que vous n'atteignez jamais le moment où est-ce qu'une erreur se produit, parce que vous n'atteignez jamais à la fin de votre tableau, ben, ça va quand même marcher. Lorsque vous allez passer en mode release, par contre, c'est certain que le compilateur vous fera pas de cadeau et là va réellement faire ce que j'ai dit, à savoir retourner 1 de manière inconditionnellement, parce qu'on va se le dire, c'est une méchante bonne optimisation de transformer une boucle potentiellement très longue en un simple return 1. Ici, là, c'est un 3, mais ça aurait pu être 3 millions et le compilateur aurait pu s'éviter une boucle de 3 millions d'éléments en faisant une opération constante qui est return 1. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait ça s'il pensait avoir la possibilité de le faire. Donc, tout ça pour dire, lorsque vous allez tester en mode release, d'autres bugs vont apparaître et dans ce cas-là, ça peut être assez problématique à débugger. Donc, faites bien attention d'abord de le faire en mode debug, vous assurez que votre programme fonctionne correctement. Une fois que vous êtes certain, là, vous le faites en mode release. Dans tous les cas, pour la plupart des laboratoires, vous n'aurez même pas à passer en mode release, mais dans le laboratoire 3, oui, et en général, dans la vie, lorsque vous avez travaillé là-dessus, on veut passer en mode release parce que c'est ça qui permet d'avoir la plus haute performance possible. Si vous êtes dans un appareil embarqué, c'est aussi ça qui va prendre le moins d'espace en termes d'espace mémoire, qui va prendre le moins de batterie, parce que bon, ça s'exécute plus rapidement. Donc, au final, ça vaut la peine quand même d'apprendre dès maintenant comment ça fonctionne. Ceci clôt donc le module 3 sur la programmation système en C. J'espère que ça va vous aider lors de la réalisation de vos laboratoires et lors de l'examen, il va certainement y avoir des questions de C également. Et n'hésitez pas, au fil des laboratoires, on va revenir sur certains de ces aspects-là pour justement mettre en contexte certains problèmes qui ont pu être soulevés. N'hésitez pas s'il y a d'autres situations que vous voyez où vous dites « Hey, j'aurais aimé ça le savoir d'avance », je pourrais définitivement les ajouter pour une prochaine année. Là-dessus, je vous laisse et on se voit pour le module 4.